Les inondations ont touché des milliers de personnes en les rendant sans abri. Les sinistrés ont été logés dans les écoles avant de trouver des solutions. Et vous le savez, la rentrée des classes, c'est le 4 novembre prochain. Afin de s'assurer que toutes les mesures sont prises pour une bonne rentrée scolaire, des ministres se sont rendus dans les écoles pour voir la situation. Des consultations gratuites du diabète, de l'hypertension artérielle et le dépistage du cancer du sein et du col de l'utérus sont prévus dans le cadre des journées gratuites de consultation de ces différentes maladies. La ministre de la Santé vient de lancer ces dites journées. Et fin de cavale pour un escroc de grand chemin qui se passait pour un agent de douane. Il a escroqué plus de 176 personnes pour une somme totale de 200 millions de francs CFA. Plus de détails sur cette affaire en fin de journal. Merci d'être des nôtres pour le tour complet de l'actualité. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans la grande édition de ORTM 1. Avec les inondations, les sinistrés ont trouvé refuge dans les écoles un peu partout au Mali, situation qui a poussé les autorités à repousser la date de la rentrée scolaire, une date qui a été fixée au 4 novembre prochain. Ici à Bamako, certains ministres ont visité les écoles qui accueillent les sinistrés. Le ministre d'État, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, accompagné de deux de ses collègues, a visité quelques écoles pour s'enquérir de la situation à quelques jours de la rentrée scolaire. Le constat avec Alousseni Touré. À l'école de Manyambougou Marché, certains occupants sont encore sur les lieux, mais leurs effets sont déjà en train d'être évacués. D'après ce qu'ils nous ont confié, c'est sur instruction express du gouverneur qu'ils ont été appelés à quitter les lieux. Le premier but, c'est d'abord de s'assurer un peu de l'état de libération des infrastructures scolaires occupées par des personnes malheureusement sinistrées du fait de l'inondation. Et le deuxième objectif, c'est de s'assurer réellement de l'état de ces infrastructures après l'occupation par les personnes sinistrées. Il est important également de rappeler que ces visites de terrain se déroulent sur l'ensemble du territoire national, sous la coordination des représentants de l'État, donc des gouverneurs, des préfets et des sous-préfets. Et nous le faisons en synergie avec l'ensemble des acteurs de l'école, c'est-à-dire les élus des collectivités territoriales, les syndicats et les responsables d'éducation. Jusqu'à présent, il y a environ une quarantaine de ménages qui occupent encore cette école de Mayambougou. On vient de me rendre compte que le gouverneur leur a donné un délai pour libérer cet établissement. Mais je pense qu'il est important, en tout cas à ce stade, c'est de collecter les informations et de rendre compte à qui de droit et in fine, bien entendu, à terme, de formuler des recommandations et des propositions dans nos plus hautes autorités. Au groupe scolaire Mamadou Gundo Simaga de Badlabougou, les membres du gouvernement ont trouvé une cour et des classes vides. Les occupants ont visiblement compris le message. Une des écoles de Badlabougou qui était occupée par les populations touchées par les inondations. Mais par les efforts vraiment de l'administration de Bamako, cette école, on a constaté, a été libérée. Et le constat est qu'il y a beaucoup de classes vides ici, où il n'y a même pas d'élèves. Ce qui fait que M. le directeur est prêt à accueillir vraiment les élèves venant d'autres écoles. Sur ces trois groupes scolaires de la rive droite, je crois que 2 aujourd'hui sont totalement libérés. Donc il reste celui de Manyambougou Marché seulement à libérer. Les populations se sont engagées à regagner un site alternatif où ils pourront se loger. Les 3 écoles comptent au total 606 élèves inscrits et hébergent 73 ménages. Le ministre de l'Éducation nationale a lui aussi été sur le terrain pour visiter certaines écoles et il était du côté de la rive gauche de Bamako pour s'assurer de l'état des lieux des écoles touchées par les inondations. Nouhoum Sissoko a suivi la visite pour ORTM 1. L'école communautaire Père Tim 6 au quartier Sans Fil et le groupe scolaire Sega Diallo de Bozola sont libérés par leurs occupants victimes des inondations. C'est le constat fait par le ministre de l'Éducation nationale, accompagné de 4 de ses collègues du gouvernement au cours de sa visite dans ces établissements scolaires. Les populations qui étaient accueillies ont quitté. Elles ont été relogées à l'hôtel Hirondelle, mais le mobilier des salles de classe ont été très impactés. Les salles de classe sont également dans un état qui nécessite
des travaux de nettoyage, plus que de nettoyage. Les 2 premiers établissements sont prêts à accueillir les élèves. Ensuite, c'est l'école fondamentale de Ifabako à Sebenikoro, portant encore les stigmates des inondations qui a été visitée par les ministres. Ici, des travaux sont nécessaires pour accueillir les élèves pour la rentrée des classes. Le constat ici, c'est que certes, la cour est encore dans un état sans être lamentable, demande à être retravaillée. Les salles de classe sont en bon état, prêtes à recevoir les élèves. Le ministère des Transports et des Infrastructures est engagé. Nous allons apporter notre appui à la mairie de la commune 4 pour pouvoir faire des travaux de terrassement afin que cette cour puisse être carrossable et accessible aux élèves avant la rentrée, Inch'Allah. La dernière étape de la visite a concerné le groupe scolaire Sebenikoro ABC, un établissement choisi comme plan B pour accueillir les élèves de Ifabako si les conditions ne permettent pas la reprise des cours dans cette école embourbée dans un marécage. Le groupe scolaire Mamadou Kounta de Kalabankoro et l'école publique de Katibougou, qui étaient occupés par les sinistrés, ont été libérés, constat fait par le ministre de l'Enseignement supérieur et son collègue de la Jeunesse et des Sports. Plus de détails avec Fadeba Keita. Il ne reste qu'à nettoyer les classes, à placer les tables bancs avant le 4 novembre 2024, date de la rentrée scolaire 2024-2025. Les 480 sinistrés victimes des inondations qui occupaient les classes du groupe scolaire Mamadou Kounta de Kalabankoro ont libéré les lieux. La visite guidée rassure les 2 membres du gouvernement que des dispositions sont prises pour une rentrée effective à cette date ci-dessus indiquée. Au Mamadou Kounta, il y avait 66 ménages. Parmi ceux-ci, nous avons eu à compter les élèves qui sont avec les sinistrés. Nous avons eu 98. Et les 98 élèves, quand on a fait le statistique qu'on a montré, le gouverneur de Koulikoro a pris en charge pour leur donner tous des kits. Aujourd'hui, en passant par les 2 écoles là, nous avons pu constater que les écoles ont été libérées. Il n'y a plus ni à Kalabankoro ni ici donc des victimes des inondations qui occupent les salles de classe. Et nous avons pu aussi écouter les acteurs qui sont présents ici, les DAE, les DECAP, voilà, les conseillers pédagogiques et d'ailleurs les chefs de village de Kalabankoro étaient avec nous et toutes les autorités coutumières aussi. Et les comités de gestion et tout, les acteurs se disent être prêts et ont constaté avec nous que les écoles sont totalement libérées. Donc ils se préparent pour la rentrée scolaire qui est fixée pour le 4 novembre. Avant la rentrée, un minimum de services d'hygiène s'impose pour le bien-être du personnel d'encadrement et des élèves. Au-delà du fait que les sinistrés sont sortis, il faudrait que les jeunes aujourd'hui puissent lancer une nouvelle opération. Je pense que j'en ai discuté avec les plus hautes autorités là-dessus, afin que très rapidement, pour ne pas dire dès le début de la semaine prochaine, qu'il y ait une opération où les jeunes vont pouvoir peut-être aller dans ces établissements qui ont été occupés pour faire de l'assainissement. Parce que cela va énormément aider pour le démarrage. Même exercice dans nos régions également. À Sikasso, le gouverneur s'est rendu sur le terrain pour voir si les écoles sont aptes à accueillir les élèves le 4 novembre prochain. Et à Koulikoro, la certitude a été donnée au gouverneur comme quoi la rentrée peut bel et bien être effective le 4 novembre prochain. Le constat avec nos équipes régionales, Sekou Konaté, ORTM Sikasso et Ousmane Koïta de ORTM Koulikoro. L'école Mankouranissé dans la commune urbaine de Sikasso dans le temps de cette visite de terrain. Suivront les écoles de Farakala, Fanterela et Zanferebougou dans les communes rurales de Kapolondougou et Zanferebougou, à une 40aine de kilomètres de Sikasso. Ensuite, 3 autres écoles de la ville. Si le taux d'occupation des écoles suite aux inondations est minime, certaines ont besoin d'interventions urgentes. Tous sont d'accord que les classes peuvent commencer le 4 novembre. Mais il y a quand même des constats. Et par exemple, au niveau de Mankouranissé,
la cour est totalement inondée. Sur 6 classes, il y a 2 classes seulement qui peuvent être fonctionnelles à la rentrée scolaire prochaine. Donc au niveau de Koro Barrage également, les dispositions sont en cours pour gérer cette situation. Il s'agit de l'occupation de certaines classes par certaines populations sinistrées. Pour les acteurs de l'école, une mise en synergie des efforts permettra de respecter la date du 4 novembre. Les problèmes que nous avons vus ne sont pas des problèmes qui puissent vraiment entraver l'ouverture des classes le 4 novembre. Alors, donc il y a des petites réparations ça et là. Et nous allons demander aussi vraiment aux collectivités de s'atteler à ces petites réparations-là. Il faut signaler qu'au cours de ces visites de terrain, des préoccupations comme les effectifs pléthoriques ou le manque de salles de classe ont été évoquées. Sur instruction des plus hautes autorités relatives à la rentrée prochaine des classes prévues pour le 4 novembre 2024, le gouverneur de région, le colonel Lamine Kapuri Sanoko, accompagné des acteurs du monde de l'éducation du Kouloukro, a sillonné quelques écoles jadis inondées par les fortes précipitations de cette année. La visite a également concerné les écoles qui abritent les habitants sinistrés par l'inondation. Ce que nous avons vu ce matin dans la commune urbaine de Kouloukro, ce n'est pas très alarmant. Et monsieur le gouverneur nous a même interpellé dans l'urgence pour que la rentrée du 4 novembre soit une réalité. Il faudra trouver des solutions urgentes. Il s'agissait pour le gouverneur de région de s'imprégner des réalités du terrain. Au groupe scolaire de Massala, première étape de cette visite, la cour n'est plus inondée. Les classes sont libérées. Au niveau des groupes scolaires de Souban et de la Sana Fofana du centre, les constats sont les mêmes. Pour ce qui concerne les écoles qui ont été inondées pour les fortes eaux, on a pris des dispositions il y a 2 semaines de cela afin d'informer les sinistrés qui étaient dans ces écoles-là, de leur chercher un abri afin de quitter ces salles de classe. Je vous avoue qu'aujourd'hui, à part quelques murs qui ont cédé et aussi des dégradations au niveau de quelques salles de classe, aujourd'hui, je pense qu'il n'y a pas de fait nous empêchant, en tout cas, de maintenir la date du 4 novembre comme date de la rentrée scolaire 2024-2025. Toutes les dispositions sont prises au niveau régional, et local et communal pour que cette rentrée puisse être effective. Le gouverneur de région a profité de cette mission pour instruire aux acteurs clés de l'éducation de prendre toutes les mesures nécessaires pour une rentrée scolaire effective pour le 4 novembre 2024. Parlons toute autre chose à présent. Université d'été, c'est un événement qui regroupe les élèves, fonctionnaires, les étudiants, les représentants de la société civile pour des échanges en vue de formuler des recommandations. Et c'est à faveur de la lutte contre la corruption et promouvoir les bonnes pratiques en matière d'utilisation des fonds publics. Al-Mouzer, Al-Kamissa, Yatara. Cette première édition de l'université d'été vise à sensibiliser les étudiants et les jeunes membres de la société civile en tant que futurs responsables en charge de la gestion des affaires publiques. Le projet vise également à soutenir les différents acteurs impliqués dans la lutte contre la corruption. Notre projet a pour but de s'opposer à la corruption et de promouvoir des bonnes pratiques en matière d'utilisation des fonds publics. La corruption est considérée comme élevée par près de 7 Maliens sur 10. Selon une autre enquête sur la perception des jeunes sur la corruption, également menée en 2024 dans le cadre de ce projet, 96% des jeunes confirment l'existence de cette corruption. C'est pourquoi les plus hautes autorités ont pris les problèmes à bras-le-corps en élaborant une stratégie nationale de lutte contre la corruption. Sous le leadership de son Excellence, le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition chef de l'État, la digitalisation de l'administration annoncée par le président de la transition le 22 juin 2024 à Sikasso est une véritable stratégie qui permettra de réduire de manière substantielle la formation de ces pactes criminels par la distance. Vont créer, disons, des technologies dans la prestation de certains services par l'administration. L'éducation à la lutte contre la corruption par une meilleure connaissance des finances publiques est un levier important pour impliquer davantage la jeunesse dans cette lutte. Les échanges
enrichissants avec les chercheurs aideront à poser des actes allant dans le sens de la bonne gouvernance financière. Le mois d'octobre, c'est le mois du consommé local. La Chambre de commerce et d'industrie du Mali a rencontré 4 interprofessions du secteur agricole. Les plans de développement, les difficultés et les stratégies à mettre en place pour promouvoir ces filières ont été largement discutés. Plus de précisions avec Nohom Sissoko. S'enquérir de l'état des lieux des filières pommes de terre, sésame, mangue et bétail viande, c'est l'objectif de la rencontre entre la CECIM, Chambre de commerce et d'industrie du Mali, et les interprofessions couvrant ces filières. Les échanges s'inscrivent en droite ligne de la 5e édition du mois du consommé local de l'UEMOA. Il s'agit pour nous d'échanger avec ces interprofessions, examiner leur plan de développement, parce que ces interprofessions, pour la plupart, ils disposent de plans de développement. Donc échanger sur ces plans de développement afin d'assurer l'accompagnement institutionnel de la Chambre de commerce et d'industrie du Mali auprès de ces interprofessions. Si nous devons améliorer nos productions, si nous devons assurer la promotion de nos productions, que nous devons aussi assurer la communication avec les acteurs de la production. Les difficultés liées à la production, à la commercialisation et à la transformation des produits concernés ont été longuement évoquées. Tout le potentiel agricole que le Mali a et toutes les interprofessions que nous avons mis en place, jusqu'à présent, nous peinons à atteindre l'autosuffisance sur certains produits. Les deux parties ont souhaité poursuivre ce cadre de concertation pour surmonter les obstacles qui entravent le développement des filières agricoles. Et ce meeting de soutien aux officiers récemment promus généraux, c'était hier à Kati. L'initiative est du mouvement Mali Djoliton. Ainsi, les membres du mouvement réitèrent leur adhésion aux différentes actions engagées par les autorités de la transition. Les temps forts avec Tchemogo Konati. Aujourd'hui, je suis jeune au même titre que vous. Et si j'échoue, c'est toute la jeunesse malienne qui a échoué. Une jeunesse qui est loin d'échouer eu égard à son engagement à soutenir le président de la transition. Jeunesse qui dit suivre avec intérêt toutes les actions que le désormais général d'armée mène depuis son accession au pouvoir le 7 juin 2021. Après l'étape de Koulouba, les étoiles brillent une fois de plus pour le capitaine du bateau Mali à Kati. Un geste hautement symbolique, se traduisant par l'octroi du trophée Chiwara et le drapeau national au président Goïta par le mouvement Mali Djoliton. Comme on peut le traduire en français mot à mot, Chiwara c'est les lions du travail en Bambara. Nous n'étions pratiquement pas dans un état. Le Mali n'existait que par le nom. Les territoires étaient à 80, sinon 70% occupés. Une insécurité profonde était vraiment installée. Les drapeaux, c'est le signe de patriotisme. Autre motif de cette action du mouvement Mali Djoliton, l'élévation du président de la transition au grade du général d'armée. D'autres frères d'armes ayant été gratifiés par la même occasion. Aucune action n'étant de trop pour étayer la transition, le conseiller spécial chargé des œuvres sociales dit représenter un président réconforté. Ce trophée symbolise beaucoup de choses pour lui. Ils ont besoin du soutien total du Mali. Ce n'est plus les 5 généraux, c'est toute l'armée malienne qui œuvre pour le bonheur du peuple malien en général. Seul le Mali compte. Ils ont besoin du soutien de tous les Maliens pour pouvoir sortir le Mali de l'ornière. On sait d'où nous venons. Tout le monde sait aujourd'hui le travail qui a été abattu par nos militaires, les autorités de la transition en général. Et vous dire merci. Paris gagné donc par le mouvement Mali Djoliton qui bénéficie d'une adhésion massive de la jeunesse à ses idéaux. En témoigne cette mobilisation grandiose, illustration d'une démonstration de force. Voilà, vous l'aurez compris, nous ouvrons la page consacrée à l'actualité AES et nous retrouvons nos envoyés spéciaux qui sont à Ouaga pour le CIAO. Et ce soir, ils nous parlent de la tenue de la conférence internationale des ministres de l'Industrie et du Commerce des pays membres de l'Organisation internationale de la propriété intellectuelle OAPI, une rencontre sur les dessins et modèles industriels pour renforcer les artisans africains dans leur créativité. De Ouaga, Mamadou Fane et Alou Bekone.
Les ministres de l'Industrie et du Commerce des pays membres de l'OAPI au chevet des dessins et modèles industriels. Il s'agit d'offrir un cadre de réflexion et d'échange sur l'état des lieux, les défis et les perspectives de développement du secteur de l'artisanat en Afrique en mettant l'accent sur la propriété intellectuelle. Cette conférence internationale se tient en marge du 17e Salon international de l'artisanat de Ouagadougou, SIAO. Il a été constaté sur la base des évaluations et des études qui ont été menées que nos États africains perdent énormément d'argent sur la base de la fraude, de la contrefaçon liée aux marques et aux dessins industriels. Et c'est pourquoi cette dimension a été prise en charge pour apporter des réponses à cette problématique-là. C'est pourquoi la rencontre en cours des ministres en charge de l'industrie et du commerce de l'OAPI a pour objet donc d'informer les acteurs de la chaîne de valeur industrielle et artisanale sur les enjeux économiques, financiers et commerciaux des dessins et des marques. Au sortir de cette réunion, nous souhaitons que les auteurs des dessins et modèles industriels non seulement soient mieux protégés, mais que ces dessins et modèles industriels soient exploités pour créer une activité économique autour des dessins et modèles industriels. Concernant le Mali est un pays qui regorge beaucoup de potentialités en matière de dessins et modèles industriels. Pour dire que les dessins et modèles industriels sont en réalité la base de l'industrialisation. Le ministre de l'Industrie et du Commerce a, au cours de son séjour à Ouagadougou, saisi l'occasion pour rendre visite aux exposants maliens venus au SIAO. Je voudrais particulièrement me féliciter du nombre particulièrement élevé d'artisans maliens dans tous les domaines de l'artisanat qui ont effectué le déplacement de Ouagadougou. Cela montre l'esprit d'intégration économique au sein de la Confédération des États du Sahel, mais aussi et surtout l'esprit de mutualiser les moyens et de fédérer les synergies des artisans afin que nous puissions constituer une force de proposition. Une force de proposition qui sera au bénéfice de nos populations d'une part, mais une force de proposition de vente au plan international. À l'issue de cette visite, le ministre s'est dit confiant que les artisans maliens pourront un jour relever les défis de l'industrialisation au Mali. Les stands de la 17e édition du Salon international de l'artisanat de Ouagadougou, SIAO, ont accueilli des invités de marque. Les ministres en charge de la culture du Mali, du Niger, de la Côte d'Ivoire, du Sénégal, du Togo et de la Guinée-Bissau, accompagnés de leur homologue du Burkina Faso, ont visité les stands pour voir le savoir-faire des artisans venus de plusieurs pays d'Afrique. Le point avec Amadou Marcelto. C'est officiel, la 17e édition du Salon international de l'artisanat de Ouagadougou ouvre ses portes aux visiteurs. Des particuliers, mais aussi des officiels, au nombre desquels une délégation des ministres en charge de la culture de l'espace IOMOA. Ils investissent les différents pavillons et autres étals pour mieux s'approprier l'artisanat africain dans les détails. Qui dit culture dit qu'on n'est pas loin de l'artisanat, et sachant que la capitale du Burkina Faso accueille aujourd'hui l'ouverture du SIAO, nous n'avons pas résisté à l'envie de venir ici, regarder toute l'expression foisonnante artistique du Burkina Faso, mais également de l'ensemble des autres pays. Nous avons vu les pays invités, nous avons vu les débuts d'installation, et tout cela augure d'un très bon salon. Ouagadougou, la plaque tournante de l'artisanat africain au regard de la diversité des produits exposés et une mobilisation d'au moins 355 000 visiteurs attendus. À travers cette visite, le ministre burkinabé en charge de la culture espère traduire l'hospitalité africaine à ses homologues en session de travail au Burkina Faso. Nous sommes convaincus à la lumière de ce que nous avons vu ici, du potentiel immense des créateurs de l'ensemble de l'espace UMOA, parce qu'il faut le dire, je pense qu'on a vu des stands ici de tous les pays, Côte d'Ivoire, Mali, Burkina, Niger, Togo, Sénégal, Bénin. Et donc c'est pour dire véritablement que c'est le savoir-faire de l'Afrique de l'Ouest qui s'exprime ici à l'espace du SIAO. C'est donc parti pour 10 jours de festivités autour de l'artisanat africain. Une 17e édition du SIAO avec le Mali et le Niger comme pays invités spéciaux.
Le Premier ministre nigérien est aux États-Unis. Sur place, il a eu des séances de travail avec la Banque mondiale et le FMI et des rencontres avec d'autres partenaires financiers et de coopération. Envoyés spéciaux de la télévision nigérienne, Abari Amiti et Ousmane Sani Abdou. L'agenda du Premier ministre de l'économie et des finances est poursuivi à Washington, aux États-Unis, avec cette réunion qui a regroupé les membres du Conseil des ministres de l'Union économique et monétaire ouest-africaine et les responsables d'institutions communautaires. Réunion tenue en présence du directeur général adjoint du Fonds monétaire international, Kenji Okamura, et le directeur Afrique du FMI. L'économie dans la zone UEMOA était l'objet de la rencontre, une économie reluisante avec des taux de croissance élevés dans plusieurs pays. Le Fonds monétaire international fait tout de même révéler des contrastes, notamment la diminution des réserves d'échange, la concurrence des États sur le marché financier régional, le non-rapatriement des recettes d'exportation, l'endettement de plusieurs pays, mais aussi le changement climatique avec des facteurs qui impactent la sécurité alimentaire. Toujours au niveau du Fonds monétaire international, le Premier ministre, ministre de l'économie et des finances, s'est réuni avec le directeur Afrique Abebe Amro Selassie. Les deux délégations ont fait le point de la coopération entre le FMI et le Niger. L'étape suivante s'est déroulée au département d'État américain où le Premier ministre, ministre de l'économie et des finances, Ali Mohamed Lamine, a été chaleureusement accueilli au perron, tapis rouge déroulé par Kurt Campbell, secrétaire d'État adjoint des États-Unis d'Amérique. Les deux parties ont eu une réunion sur les relations entre les deux pays. Le Premier ministre a également reçu en audience Nike Dyer, secrétaire permanent adjoint à l'Office du développement extérieur et du Commonwealth de la Grande-Bretagne. Toujours dans le cadre de son séjour à Washington, aux États-Unis d'Amérique, le Premier ministre a accordé plusieurs autres audiences. Il s'est entretenu avec une importante délégation du ministère fédéral allemand de la coopération économique et du développement. Autre séance de travail également, avec cette fois-ci la directrice générale des opérations de la Banque mondiale, Anna Jordey. Les deux délégations se sont entretenues sur la coopération qui lie la Banque mondiale, institution financière internationale, et le Niger. À Abuja, l'ambassadeur du Mali au Nigeria a rencontré ses homologues du Burkina Faso du Niger à 72 heures seulement après avoir rejoint son poste. Occasion pour les trois diplomates de faire le tour d'horizon des activités menées dans le cadre de la Confédération des États du Sahel. Je vous propose d'écouter l'ambassadeur Cheikh Oumar Koulibaly au micro de Amadou Sankari. Je viens m'ajouter à la grande famille de l'AIS ici. Comme on dit chez nous dans notre culture, je vais me confier aussi à vous en tant que nouvel arrivant qui va venir se mettre donc dans la dynamique et renforcer l'équipe. Et ça résonne encore dans mes oreilles la rencontre que j'ai eue avec le président de la transition, chef de l'État, le général d'armée Assimi Goïta, président négociateur de l'AIS. Le point sur lequel il a mis l'accent, c'est cela. Il a dit travailler vraiment dans la dynamique de l'AIS. Il nous a donné des instructions. L'AIS, c'est la priorité. Et partout dans vos juridictions, avec vos collègues de l'AIS, soyez vraiment en pleine concertation, en pleine coordination et travaillez ensemble. C'est vraiment le message qu'il nous a donné. Et je pense que ce matin, cette rencontre, ça traduit cela. Et c'est vraiment la mission qui nous est assignée. Nous avons une grande responsabilité en tant que Sahéliens, nous en tant que pays en exercice de l'AIS. Aujourd'hui, nos pays sont engagés dans une dynamique irréversible. C'est l'indépendance de nos pays, c'est la souveraineté renforcée de nos pays, c'est la dignité de nos peuples. Nous refermons la page AES Actualité et nous nous rendons à Cali en Colombie où se tient la COP 16 sur la biodiversité. Et l'une des plénières de cette COP a abordé la problématique de financement du cadre mondial sur la biodiversité. Les pays en voie de développement demandent de rendre flexibles les mécanismes de financement de cette convention qu'ils jugent complexe. Plus de détails avec nos envoyés spéciaux à Cali, Siaka Konaté et Tayeb Adjaouyakoui.
La plénière de la COP16 sur le financement du cadre mondial sur la biodiversité a donné lieu à des débats où les groupes régionaux, notamment ceux des pays en développement, sont montés au créneau pour demander un assouplissement des mécanismes de financement afin de faciliter l'accès aux ressources. Les groupes régionaux qui ont quand même mis en exergue toute la nécessité d'avoir des financements substantiels, mais aussi des mécanismes de financement flexibles qui permettront quand même d'assurer la mise en œuvre efficiente et efficace de ce cadre. Puisque le financement, c'est le nerf de la guerre. Il y a des obligations au plan international pour lesquelles tous les pays ne parviennent pas à satisfaire. Et puis souvent, il y a des obligations de faire couvrir, en tout cas ces projets, par un organisme international des Nations Unies. Autre doléance des pays en voie de développement, la création d'un fonds de la biodiversité qui sera géré par le secrétariat du cadre mondial sur la biodiversité. La mise en place d'un fonds spécial géré par le secrétariat de la Convention quand même a été aussi une nouvelle proposition qui permettra d'assouplir les conditions d'accès au financement, mais aussi de renflouer ce fonds pour permettre la mise en œuvre harmonisée du cadre mondial, puisque c'est une nouvelle préoccupation au plan international qui nécessite effectivement de mettre en place. Adopté en 2022 par la COP15 au Canada, le cadre mondial sur la biodiversité a 4 objectifs et 23 cibles. La finalité recherchée étant de restaurer la biodiversité fortement dégradée aujourd'hui par l'activité humaine. Ici à Bamako, la ministre de la Santé et du Développement social, je le disais dans les titres, a procédé au lancement des journées de consultation gratuite du diabète, de l'hypertension artérielle et le dépistage du cancer du sein et du col de l'utérus. Mois d'octobre oblige, mois de la solidarité et de la lutte contre l'exclusion. Reportage sur Rona Kamisoko. Prise de sang, vérification de la tension artérielle, du poids et de la mesure de la taille, le ministre colonel Assaba Diallo Touré de la Santé et celui de la Justice, garde des Sceaux, Mahamadou Kassogué, donnent ainsi le ton de ces journées de consultation gratuite. Consultation qui portent sur le diabète, l'hypertension artérielle, le cancer du sein et du col de l'utérus. Quant à l'OMS, à l'instar de tous les partenaires techniques et financiers, nous sommes là, nous allons continuer à soutenir cette initiative et nous espérons que si jamais il y a des cas sévères ou des cas vraiment aigus pendant la consultation qui nécessitent des références, chers consultants, chers médecins, n'hésitez pas de nous faire signe puisque une fois de plus on peut voir ce qui est possible à notre niveau pour vous apporter assistance. À travers cette activité, le département de la santé contribue à offrir des soins de qualité à ceux qui en expriment le besoin. Cette journée revêt une importance particulière pour notre département, car elle témoigne de notre volonté commune en ce mois de solidarité, d'agir concrètement en faveur des populations les plus vulnérables, notamment en matière de santé reproductive et de bien-être social. Le mois de la solidarité et de la lutte contre l'exclusion est une période symbolique qui nous rappelle l'importance de notre devoir de solidarité envers ceux qui sont les plus exposés au risque de marginalisation et d'exclusion. Et j'ai vu l'importance du dispositif qui a été mis en place pour assurer le dépistage gratuit. Je pense que c'est des maladies très souvent qui ne sont pas très connues ou que nous négligeons, mais qui peuvent faire des dégâts énormes. Et permettre à toutes les couches de la société, y compris les déplacés internes, d'avoir accès à des soins de santé, vraiment des soins offerts dans un très bon cadre. Je pense que c'est une très bonne politique qui mérite d'être encouragée et soutenue. L'opération ainsi lancée devra toucher un nombre important de nécessiteux dans la commune. Retour à l'actualité régionale, direction Badiangara, où le gouverneur a rendu visite à 7 personnes âgées de la localité avec en main des cadeaux. Aussi à 100, le gouverneur a remis des vivres aux victimes des inondations et a rendu visite à 2 personnes âgées. Un commentaire de Soumaou Aïdara et le reportage de Drissa Kone depuis 100.
Donner le sourire aux personnes âgées de la région de Banyangara, un des principes clés du mois d'octobre consacré à la solidarité et à la lutte contre l'exclusion. Elles ont reçu des dons composés de vivres et de non-vivres des mains du gouverneur de la région, le colonel-major Olivier Diassana, à la tête d'une forte délégation. Il s'agit de Gouno Yebeze, 104 ans, Laya Karambe, 100 ans, Albert Djigiba, 97 ans, Mayal Koui, 94 ans, Fatoumata Tamboura, 97 ans, Yendi Djigiba, 90 ans, Antougumo Kelepili, 94 ans. La 30e édition trouve ces familles en vie et que nous soyons là pour aller encore les rendre visite et demander leur bénédiction et de faire des bénédictions. C'est un sentiment de mission accomplie, un sentiment de fierté qui m'anime. En effet, le respect dû aux aînés est une valeur fortement ancrée dans notre culture. À 100, les fortes précipitations et la montée des eaux du fleuve ont fait des victimes. C'est sur le site érigé pour accueillir les sinistrés de ces inondations dans le quartier Farakolo que le gouverneur, accompagné d'une forte délégation, s'est rendu les mains pleines de vivres. Une action qui cadre avec le thème de cette 29e édition, la solidarité envers les victimes des catastrophes, un devoir citoyen et un acte de civisme. La vie est tellement compliquée pour nous aujourd'hui qu'il arrive parfois où certains d'entre nous ne trouvent même pas à manger. Recevoir ces vivres, monsieur le gouverneur, c'est comme si vous venez de sauver des vies. De ce site des victimes d'inondations, la délégation s'est rendue à Médine chez Fatmata Tira, 102 ans, à laquelle le gouverneur a remis des cadeaux. Après une brève causerie, direction chez Bakari Kekoumana, 95 ans, au quartier Missira, où le même geste de solidarité a été observé. Et cette année, nous avons eu suffisamment d'eau. Et c'est ce qui a occasionné le déplacement de certaines personnes. C'est dans ce cadre qu'on est parti rendre visite à ces gens, les réconforter, et leur montrer que c'est un phénomène naturel et vraiment d'être encore plus solidaire. À leur tour, ces personnes âgées ont formulé des prières pour un Mali libre et prospère. Que Dieu exauce les prières. Parlons également de la fin des journées nationales de cybersécurité. Des recommandations ont été formulées et nous pouvons retenir déjà la création d'un cadre de concertation entre le gouvernement et le secteur privé sur des sujets de gouvernance numérique, la création d'un cadre structuré pour accompagner les lauréats des concours et les jeunes ayant suivi des formations. Un reportage signé Al-Mouzer Al-Kamissa Yatara. Après 3 jours d'intenses travaux, les participants, plus d'une centaine, ont fait des recommandations qui visent à sécuriser l'espace numérique. Cet atelier a ainsi jeté les bases de réflexion profonde et d'action concrète pour sécuriser notre espace numérique. La deuxième édition des Journées nationales de cybersécurité, tenue du 22 au 25 octobre, a été marquée par des formations, des panels et des compétitions sur le numérique. Ainsi, Abdrahman Sakone remporte le premier prix du concours sur la cybersécurité et empoche 2 millions de francs CFA. Gabi Abdulwahab remporte le premier prix du concours de l'innovation et gagne 3 millions de francs CFA. Ça nous reconforte dans l'idée que justement le Mali est plein de compétences et que nous pouvons faire beaucoup de choses. Nous, comme on l'a déjà dit, nous avons cette vocation-là aujourd'hui de ramener le Mali à un certain niveau en termes de technologie, de l'information et de la communication. Aux jeunes générations qui sont passionnées de cybersécurité, le conseil c'est de suivre leur passion, c'est de persister, de ne jamais abandonner, de continuer. La deuxième édition des Journées nationales de cybersécurité a été également une aubaine pour former une centaine de jeunes sur la sécurité de l'espace numérique. Pour une gestion intégrée des ressources en eau, un programme d'action stratégique a été élaboré. C'est dans le cadre de la mise en œuvre d'un projet initié pour l'occasion. Pour ce faire, les acteurs du domaine se concertent à Bamako pour procéder à la validation du rapport de programme d'action stratégique. Tchemoua Konate. L'eau, source de vie, impose une gestion rationnelle et intégrée. À la faveur de cet atelier, les acteurs se prononcent sur un document
dont la dernière version leur servira de boussole dans la conduite des actions engagées dans ce sens. Il s'agit d'un rapport qui dévoile ce qu'il est convenu d'appeler un programme d'action stratégique. Depuis un certain temps, la majeure partie des activités sont concentrées sur les eaux de surface et actuellement, donc, on veut s'intéresser beaucoup à la question des eaux souterraines et comment faire de telle sorte que les eaux de surface et les eaux souterraines soient la même ressource, qu'on fasse une gestion conjonctive de ces deux ressources. Le projet ITASA, basé sur la gestion des ressources en eau, est soutenu par l'Observatoire du Sahara et du Sahel. Pour s'inspirer de l'expérience malienne, les acteurs d'autres pays, comme la Mauritanie, le Niger, le Nigeria, participent en ligne à cet atelier de validation du rapport du programme d'action stratégique. La Mauritanie fait partie du bassin des Taoudéni. Il y a le Niger également qui fait partie du bassin des Ulumédènes. Nous avons le Nigeria qui fait partie du bassin des Ulumédènes. Donc ceux qui sont au niveau des Ulumédènes et ceux qui sont au niveau des Taoudéni, donc on travaille tous ensemble donc pour arriver à une gestion commune. Il y a eu un diagnostic au niveau de chaque État. L'élaboration d'un programme d'action stratégique PASS servira effectivement de feuille de route pour coordonner nos efforts et renforcer notre coopération en faveur d'une gestion durable des ressources en eau à moyen et long terme. La réussite de ce programme dépendra de notre capacité à dialoguer, à collaborer et à nous engager collectivement. Le rapport du programme d'action stratégique attendu à l'issue de cet atelier devra permettre aux experts de faire front commun pour un objectif commun, celui d'une gestion intégrée des ressources en eau. Un mot de politique dans cette édition. Les travaux du Congrès ordinaire du Rassemblement démocratique africain RDA ont démarré ici à Bamako. Les délégués vont revoir les textes pour les rendre plus conformes aux idéaux du parti. Batraoré. Mobilisation massive des militants du Rassemblement démocratique africain RDA Mali en cette journée du 26 octobre. Pour les responsables du RDA Mali, le mois d'octobre est historique car il rappelle la création du RDA en 1946. Les chroniqueurs retiendront sans doute ce 26 octobre 2024 comme une date symbolique et historique. Celle qui consacre définitivement la rupture du cycle maléfique des dissidences et la création d'un nouveau pôle de rassemblement. Il ne s'agit pas d'un parti de plus, mais d'une organisation qui fera vibrer les cœurs de beaucoup de Maliens. J'ai l'intime conviction que la reconstitution de la grande RDA, de la grande famille RDA, est tout à fait faisable. Ce qui conduirait au retour en son sein de tous ses enfants. Comme il l'a toujours voulu dès sa création, à savoir un parti au cœur de l'unité africaine, cette retrouvaille reste toujours sur cette vision panafricaine. Les leaders marocains, Feu Mohamed V et Feu Mobito Keïta, ont été derrière la création du club de Casablanca pour défendre le panafricanisme, pour défendre la libéralisation des peuples africains. Et on est pour cette perception des choses. Les convictions RDA, je les partage entièrement et c'est une conviction personnelle qui s'ajoute à l'entièreté donc, de nos pères dévanciers qui nous avaient donné donc, depuis 1946 ce que c'est que le Rassemblement démocratique africain. Pour le RDA Mali, la transition actuelle doit servir de levier pour les Maliens de faire front commun et placer le Mali au-dessous de tout. Aujourd'hui, les autorités qui sont là, ils ont reçu le soutien du RDA Mali. Et comme aime dire le président, la transition n'est pas un parti politique à qui il faut imaginer une opposition. On doit plutôt œuvrer pour que la transition soit une réussite. Au cours des travaux, les délégués vont faire un toilettage des textes, les amender au besoin afin qu'ils correspondent aux réalités du moment en conservant les idéaux de la création du parti en octobre 1946. Les autorités administratives de la région de Gao étaient face au CICR et à la Croix-Rouge pour échanger sur le mouvement international de la Croix-Rouge, l'historique, le rôle et les principes de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge étaient au centre des échanges. Le reportage de Aliou Idrissa Maïga. Le problème auquel les populations sont confrontées, c'est l'objectif du projet assistance humanitaire multisectorielle intégrée pour les groupes de population les plus à risque dans la région sahélienne limitrophe du Mali et du Niger. La partie malienne du projet concerne certaines communes des cercles de Gao, Bourem et Ansongo. Ça concerne Ansongo, Bara pour les cercles d'Ansongo
Gabero, Gunzure, Sonia, Alibert dans le cercle de Gao et Tabo dans le cercle de Bourem. Ça va concerner les cantines scolaires au niveau des écoles. C'est une manière de voir comment il faut appuyer les élèves qui viennent de loin et surtout les PDI. La plupart des déplacés sont dans des endroits où il y a problème d'assainissement. Donc nous allons tout faire pour pouvoir construire des latrines, des points d'eau potable. Ce projet d'une durée de 2 ans, piloté par l'ONG Archenova, est mis en œuvre par Nouveaux Horizons. Nous avons une grande richesse, le Mali et le Sahel. Et une de nos richesses, c'est le soleil. Le projet va travailler à ce que nous puissions utiliser les ressources énergétiques solaires pour bâtir des possibilités dans les communes et dans les villages. Le projet vient à point dans une région comme la nôtre, la région de Gao, qui a été fortement impactée par les inondations et par les crues. J'exhorte l'ensemble des acteurs concernés à s'impliquer afin que ce projet soit une réussite. Plus de 600 millions de francs CFA, c'est le montant débloqué par le ministère fédéral allemand des Affaires étrangères pour la mise en œuvre de ce projet. Et le projet Mali Sougou-Yiriwa et ses partenaires viennent de doter 13 unités de transformation agroalimentaire de la région de Tombouctou en équipement de production. Cette action consiste à les appuyer pour faire face aux effets du changement climatique. Le reportage de Saloum Konaté. Des moulins multifonctionnels, des frigos solaires, des séchoirs à gaz et solaire, des broyeurs d'arachide et gingembre et des mixeurs. Ce sont entre autres les équipements remis aux 13 unités de transformation agroalimentaire de Tombouctou par le projet Feed the Future Sougou-Yiriwa. Ces équipements, d'une valeur de plus de 30 millions de francs CFA, vont permettre d'accroître la productivité et renforcer l'autonomisation des femmes de la zone Delta. Pour stimuler la productivité locale et soutenir les unités de transformation agroalimentaire bénéficiaires du guichet 1, du fonds d'innovation et du fonds additionnel d'urgence, Sougou-Yiriwa a décidé de supporter 13 unités de transformation agroalimentaire de la région. Pour les bénéficiaires, ces actions démontrent la sincérité du partenaire à la cause d'une économie forte et responsable. Ces appuis non limitatifs comprennent des formations, des rencontres B2B, des visites d'échange, des foires et des concours. Ils ont été bénéfiques pour nos entreprises et à l'ensemble de la population, particulièrement les femmes. En soutenant les 13 unités de transformation agroalimentaire à Tombouctou, avec des équipements et matériels adaptés, Sougou-Yiriwa vise à stimuler la productivité locale et renforcer la capacité de transformation dans notre région. Le représentant du gouverneur a pour sa part remercié l'USAID et l'ensemble des partenaires et acteurs pour leur engagement indéfectible envers les communautés avant d'inviter les bénéficiaires à faire bon usage des équipements. La brigade de recherche du commissariat du 2e arrondissement de Sikasso vient de mettre la main sur un faux fonctionnaire des douanes. Alors qu'est-ce qu'il faisait? Il promettait à ses victimes une intégration dans la fonction publique en moyennant une enveloppe. Plus de 176 personnes seraient tombées dans son piège pour près de 200 millions de francs CFA. Il a été finalement appréhendé dans un quartier périphérique de Sikasso après plus d'1 mois d'investigation. Compte rendu Moustapha Doumbia et Suleiman Bamba. C'est le 12 octobre 2024, dans les environs de 19h, que les éléments de la brigade de recherche du commissariat de police de 2e arrondissement de Sikasso ont mis la main sur Yaya Diallo après plus d'1 mois d'enquête. Tout est parti d'une plainte déposée par un citoyen résident à Bamako qui a effectué le déplacement pour saisir la police de Sikasso. Se plaignant et 175 autres auraient versé plus de 176 millions à celui qui se faisait passer pour un fonctionnaire des douanes. Le suspect, âgé de la cinquantaine, promettait à ses victimes une intégration dans la fonction publique suite à l'accord d'Alger pour la paix et la réconciliation. C'est soi-disant douanier qui avait escroqué plus de 200 personnes à Bamako, a été recherché par les autorités, par les tribunaux de Bamako, puis les gendarmeries, puis le commissariat de police. Il s'est refusé ici à Sikasso et il a été localisé par les plaignants. Que ce soit nos contacts civils ou militaires,
On a mobilisé tous ces gens-là pour pouvoir interpeller ce monsieur qui a porté atteinte même à l'image du pays. Une équipe de 7 brigades de recherche du 2e arrondissement a effectué un déplacement pour faire une perquisition dans son domicile à Sanbourg 1. De là-bas, nous avons trouvé des cartouches, des munitions d'armes automatiques, des galons des contrôleurs de douane, des bérets des douanes. Des fausses promesses d'intégration dans la fonction publique, des escroqueries, des ventes de véhicules saisis par les douanes, l'usurpation d'identité et de fonctions sont entre autres faits reprochés à Yaya Diallo. Je profite de cette occasion pour inviter la population à collaborer avec les forces de défense et de sécurité. Cela nous permettra d'anticiper les choses et de mettre la main sur les malfrats. Le commissaire a félicité les éléments de la brigade de recherche pour leur engagement. Voilà, c'est l'heure du sport dans ce 20h et il nous a rejoint sur ce plateau. C'est Silagatou Sissi. Bonsoir Silagatou. Bonsoir Hadiatou Kone. Alors, tournoi UFOA, zone ouest A de moins de 17 ans, le Mali s'est qualifié pour les demi-finales. Oui, au prix d'une victoire 1-0 face à la Guinée-Bissau. L'unique réalisation porte la signature d'Ibrahim Diakité dans les arrêts du temps additionnel. Cette victoire qualifie le Mali pour demi-finale avec 6 points en 2 matchs. La troisième et dernière sortie des Aiglonnais est prévue le mardi 29 octobre face à la Mauritanie. En début d'après-midi, la Sierra Leone s'est relancée en battant la Mauritanie 1-0. Et tournoi de préparation au Sénégal, le centre Salif Keita affûte ses armes en vue des futures échéances. En séjour au Sénégal depuis quelques jours, le centre Salif Keita CSK multiplie sa série de préparation. Ce samedi, le CSK s'incline 2-1 face à Jambar FC. Malgré cette défaite, les centristes ont montré des signes encourageants. Nos envois spéciaux en bourse sont Koji Sibi et Oumar Katraoré. Une meilleure performance, c'est l'objectif du CSK dans ces différents matchs tests. Au fil des rencontres, les jeunes centristes s'améliorent. Même avec des résultats techniques en leur défaveur, les techniciens évaluent positivement la prestation des joueurs du centre Salif Keita. La défaite 2-1 devant le célèbre Jambar FC n'enlève rien à la qualité des protégés du coach Hassan Koli. Dans l'état d'esprit, pour moi, c'est top. Parce que quand tu joues une équipe après 2-0, après, même, ils ont continué à jouer comme si c'était 0-0. Donc, ils ont toujours cru. Tu vois, la deuxième mi-temps, ils ont été meilleurs que nous. Donc, je pense qu'ils ont raté l'entame du match. Après aussi, il faut continuer à travailler sur les lacunes. Surtout dans les transitions off-def, c'était un peu lent. Ils ont fait ce qu'on leur a demandé. On leur a demandé de ne pas trop attacher beaucoup d'importance aux résultats, mais de produire du beau football, pour qu'on puisse avoir de bons joueurs comme on a l'habitude de le faire. Le CSK a toujours débuté comme ça. Même au départ, c'était difficile. Ils ont été battus par pas mal de clubs. Mais après la deuxième année, je pense que ça a été, on peut dire que les mouches ont changé d'âne. C'est eux qui ont commencé en ce moment à dominer les autres. Les jeunes centristes ont déroulé en deuxième période devant Jambar FC, qui a nettement reculé devant l'envie des joueurs du CSK. Le collectif huilé et des talents individuels n'ont laissé personne indifférente. L'heure du renouveau est donc en train de sonner. On veut revenir à l'idée du centre, et ça, c'était la formation. Prendre des enfants en bas âge et vraiment leur apprendre la technique du football. C'était ça vraiment à l'origine du CSK et c'est ce qu'on veut reprendre. Je suis vraiment satisfaite. 3 autres rencontres prévues les 28-29 octobre et le 1er novembre boucleront cette série de rencontres amicales du centre Salif Keita. Et Silagatou Sissi, ce samedi en Espagne, un match cristallise les attentions, le match Real Madrid-FC Barcelone. Tout à fait, le match s'est achevé il y a quelques minutes de cela. Alors, le Classico espagnol a été remporté 4-0 par le FC Barcelone sur le Real Madrid à Santiago Bernabéu. Les étoiles ont donc brillé. Robert Lewandowski 2 fois, 54e, 56e, Lamine Yamal 77e minute et Rafinha 85e minute ont perforé la défense du Real à Santiago Bernabéu. Après 11 journées, le FC Barcelone reste leader avec 30 points devant le Real Madrid 24 et Villarreal 21 points.
Et ici au Mali, volleyball avec le coup d'envoi hier du championnat national. L'édition de 2024 bat son plein au stade Omnisport Salif Keita Domingo de Kati. 11 formations y participent à ce championnat national de volleyball. Le point avec Brahima Diallo. Commencé hier, le championnat national de volleyball masculin se poursuit au stade Omnisport Salif Keita de Kati. 11 équipes prennent part à cette édition 2024. Les 11 formations sont issues de la Ligue de Bamako et des ligues régionales. Elles ont été constituées en 3 poules de 4 équipes. Quelques résultats sont déjà enregistrés. Le SFAS a dominé la commune 6 par 3-7-0. L'AS 1008 a battu Ségou par 3-7-0 également. La commune 4 a pris le meilleur sur Sikasso par 3-7-1. La commune 5 a dompté 100 par 3-7-0. La commune 6 a eu raison de Caille par 3-7-0. L'USFAS a battu Koulikoro par 3-7-1. Ségou a dominé Sikasso par 3-7-1 également. La commune 4 a gagné 3-7-1 devant l'AS 1008. Enfin, l'USFAS a battu Caille par 3-7-0. Le directeur technique national de la Fédération malienne de volleyball apprécie le niveau technique de la compétition. Les équipes se valent. Donc on peut dire maintenant que le volleyball malien est à un bon niveau maintenant. Parce qu'on a eu beaucoup d'internationaux. Toutes les ligues du Mali ont fait le déplacement. Ce qui concerne l'hébergement des athlètes, il n'y a pas de problème aussi. La Ligue régionale de Koulikoro a fait le paquet, en commun accord avec les organisateurs de la fédération. Donc pour éviter un encombrement au mois de décembre, nous avons voulu organiser le championnat spécialement pour les hommes cette fois-ci. Et en décembre, il y aura le championnat des dames et en fin décembre, la Coupe du Mali. Rappelons que la finale de la compétition est prévue pour demain dimanche. Merci beaucoup, Silagatou. Je vous en prie. Et à demain, Inch'Allah, avec plaisir. À suivre juste après ce journal, à l'intégralité de la cérémonie de remise de récompense aux meilleurs bacheliers par le président de la transition. C'était hier au palais de Koulouba. Et vous pourrez suivre dans nos programmes ce soir une nouvelle émission intitulée Les stars de la télé. Au menu de ce premier numéro, des entretiens avec des célébrités, des jeux interactifs, des prestations d'artistes et des découvertes. C'est une émission de divertissement et d'éducation animée par Balodi et son équipe, une coproduction ORTM et l'agence de communication Prestige Consulting, à suivre désormais tous les derniers samedis du mois. Le premier numéro, c'est aux environs de 22h30 ce soir, à ne pas rater. Ce soir, nos grands-pères nous enseignent de commencer là où nous sommes, d'utiliser ce que nous avons et de faire ce que nous pouvons. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité à la passion du service public. Je serai là demain pour la grande édition. Vous aussi, je l'espère. Prenez soin de vous et de vos proches. Bonne fin de soirée à tous.